Bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons, le podcast qui explore le merchandising avec expertise. Vous vous êtes déjà demandé comment le merchandising peut devenir un véritable levier de performance pour votre marque, vos produits, votre point de vente ? Ici, je vous propose de répondre à toutes ces questions à travers un espace de partage et d'apprentissage où mon expertise et celle de mes invités viennent enrichir votre pratique quotidienne. Je suis Adrien Bernard, ancien directeur merchandising et fondateur d'AB Merchandising. Ensemble, nous allons décrypter les tendances, stratégies et les outils qui permettent de créer des linéaires performants et des expériences clients réussies. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et surtout, retrouvons-nous sur LinkedIn et Instagram pour continuer ces discussions. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Pour toutes ces bonnes raisons, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Adrien. Alors on va peut-être faire un petit point d'introduction pour les auditeurs parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années désormais. Ouais, depuis longtemps. Voilà, on s'est suivis dans les études, mais en fait sans le savoir, enfin sans l'avoir fait exprès, on est devenus tous les deux directeurs merchandising, mais tu vas nous expliquer ça. Ouais. Et un peu d'enseignes concurrentes, mais on a continué à garder Bosser contact. ensemble. Ouais, vraiment. Voilà, et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec toi sur un sujet qui me tient à cœur. C'est aussi un peu le cœur de mon métier aujourd'hui avec AB Merchandising, qui est la performance du linéaire à travers le planogramme. Et du coup, on va discuter de tout ça. Mais Yes. avant d'en dire un peu plus, peut-être que je peux te laisser te présenter, dire un peu ta vie, ton œuvre. C'est gentil Adrien, merci de me recevoir. Ben oui, moi c'est Marianne, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et c'est vrai que je suis tombée dans le merchandising il y a 18 ans si j'ai bien compté. C'est vrai que c'est un domaine qui m'a tout de suite plu et pourtant c'était pas ça que je voulais faire quand j'ai commencé mes études. Et c'est vrai que c'est un métier qui a cette pluralité, qui a cette transversalité, client, collab, produit, terrain, stratégie. Donc c'est vrai que c'était assez facile de tomber dedans. J'avais un petit peu des étoiles plein les yeux, et je les ai encore. J'ai commencé tout bêtement à suivre les conseils. On m'a dit, on commence sur le terrain, c'est cool, tu verras, au moins tu vas savoir de quoi tu parles. Et donc j'ai commencé dans le secteur du prêt-à-porter. J'ai commencé en tant que visual merchandiser. Et j'ai eu la chance de vivre vraiment plusieurs expériences dans le merch parce qu'après, toujours dans le prêt-à-porter, j'ai découvert le métier de merch amont, merch de conception. C'est vrai que les terminologies diffèrent un petit peu en fonction des boîtes. Pour ensuite vraiment porter aussi toute cette stratégie merch, ses principes, ses normes au niveau international parce qu'il y a de la coordination à faire aussi au niveau des marques. Donc, du coup, ça c'était aussi hyper enrichissant. J'ai eu la chance de vivre un remodeling de magasin avec du nouveau concept. J'ai eu la chance de vivre les débuts de l'omnicanalité et sa promesse client et les vitrines. C'était toujours tout le temps très apprenant. Je me suis éclatée dans toutes ces expériences. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de changer de secteur. Donc maintenant, je suis davantage dans le secteur de l'habitat et du bricolage. Donc toujours dans le merchandising, forever. Voilà, Ok. pour Et, présenter un petit peu. bon, on fait une petite parenthèse, mais tu as aussi plus que la chance de travailler avec ma nièce qui est en alternance Oui, c'est dans vrai. ton enseigne. Un petit coucou à Ombline. Bon, on lui fait un coucou, même si elle écoute pas du tout le podcast. Mais Ah voilà. là là, pas bien, pas bien. Et est-ce que tu veux bien nous partager ta dernière expérience un peu mémorable ou ton coup de cœur en magasin, si tu en as eu un récemment? C'est vrai que le mot mémorable, il est fort, hein. Donc franchement, j'ai réfléchi à cette question que tu poses. Et le mémorable, tu vois, j'ai séché. Mais par contre, je peux te citer une expérience qui euh, qui vraiment m'a plu et que je fais depuis je sais pas combien d'années. Je vais dire des bêtises, je sais plus depuis quand je fais ça. Mais j'ai toujours le même ressenti de sans contrainte, sans couture, c'est le fourgon. Alors je ne sais pas à quel niveau c'est étendu en France, mais tu sais, c'est une boîte qui fait de la consigne, du coup pour tout ce qui est boisson, mais aussi soupe, pâtes, produits d'hygiène. Et en fait, j'aime parce que c'est facile, c'est-à-dire que
tu choisis ton panier, t'as généralement des petits codes de parrainage pour te financer un peu ta consigne. Tu choisis, c'est hyper rapide pour te faire livrer, donc les créneaux, c'est simple. Les créneaux sont adaptés à ta vie active, donc c'est-à-dire que tu peux le recevoir jusque tard. Et puis, forcément, il y a un engagement environnemental que j'aime. Alors, sans rentrer dans le débat autour de l'eau potable, du coup, c'est quand même très sympa. Voilà, donc c'est vraiment, dans mes dernières expériences, celle que j'ai aimée et celle que je continue de vivre. Ok, ben, Tu écoute, je vois? connais pas du tout, ouais. J'étais en train de regarder. Bon, c'est très dans le nord, mais ça a l'air de s'étendre Ouais, ça un peu s'étend partout. un petit peu, ouais. Et c'est vrai que maintenant, il y a des grandes enseignes qui commencent à s'y mettre, mais c'est vrai que bah, dans la consigne, ce qui est bien, c'est que avec le fourgon, ils viennent te chercher directement dans ta petite cagette avec tes bouteilles vides, quoi. Donc ça, c'est génial aussi parce que ça te facilite la vie. T'es pas obligé de l'emporter quelque part. Ok, bah écoute, ils sont pas sur Bordeaux, mais comme je sais qu'ils écoutent attentivement le podcast, ce sera l'occasion. Voilà. Bon, super. Alors du coup, là, on va aborder le sujet du planogramme avec j'ai envie de dire trois grandes parties. La première, bien comprendre l'outil, le planogramme en tant que tel. Mm, 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 mm. Deuxième partie, on va plutôt rentrer dans finalement son impact et qu'est-ce que ça apporte concrètement en termes de rentabilité ou de performance. Est-ce que c'est vraiment un outil qui est nécessaire? Et Mhm. puis voilà, une troisième partie un peu plus ouverte pour des conseils pratiques ou revenir sur d'autres éléments. Mais finalement, la question tout de suite qu'il faut, à mon avis, que je dois te poser, c'est quoi un planogramme concrètement? Ouais, c'est une bonne question. Bah, tout bêtement, c'est vrai que on se dit plutôt que c'est un schéma d'implantation, quoi. C'est un plan d'implantation qui te permet de visualiser ton agencement, ton produit, ton balisage dans un espace, en fait, hein, pour que ça atterrisse dans ton linéaire magasin. Et du coup, est-ce que tu as déjà vu, est-ce qu'il y a vraiment des planogrammes qui sont pour toi bien pensés et à l'inverse des planos en tout cas qui sont trop basiques et qui sont pas du tout adaptés? Enfin, tu arrives des fois à avoir les deux choses? Ben, selon moi, c'est vraiment le plano, le plan d'implante, peu importe comment on l'appelle, il doit être bien pensé, en fait. C'est vrai que c'est vrai que de le rentrer dans la catégorie basique, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a une vraie démarche, en fait, de construction d'un planogramme. Donc, j'ai du mal à y associer le mot basique. Pour moi, en effet, il doit être bien pensé parce que, en fait, pour atterrir jusqu'à le planogramme, finalement, allez, je vais oser le mot, c'est le final, pas à 100%, mais en tout cas, c'est le final des étapes de construction autour justement d'une réponse client et produit. Donc tu vois, il doit être bien pensé en fait. Il a des étapes clés pour arriver à finaliser ce schéma d'implantation. Parce que derrière, il va servir aussi un déploiement. Donc en fait, il y a des étapes de lancement, de diagnostic, de test, de construction de l'offre, de challenge avec des clients, des collabs. Vraiment, il y a une démarche qui fait qu'un planogramme doit être bien pensé selon moi. Et quand tu parles de démarche, tu veux dire que en amont, voilà, on travaille un planogramme par rapport à certains objectifs, c'est-à-dire on peut faire un plano pour aller booster de la performance, un plano juste pour optimiser de l'espace, ou un plano peut-être pour rassurer un chef de produit sur sa capacité linéaire. Ouais, Tu... en fait, derrière le mot plano, heu, en fait, il y a un plus gros sujet derrière. C'est vraiment, alors il y a plein de noms. C'est un dossier de collection, c'est un renouvellement, c'est une actualisation et du coup, bah, propre à ça, il y a vraiment tout un process et beaucoup de personnes clés qui travaillent là-dessus. Donc c'est vrai que la clé de voûte, elle est justement sur cette co-construction qui va permettre de faire le planogramme, le plan d'implantation. Ouais. Et, ça me fait penser parce que voilà, tous les merchandisers à un moment donné ont pesté en disant tiens, j'ai passé quelques semaines à travailler un plano et puis finalement, quand je passe en magasin, je vois que mon plano a été adapté. Ouais. Tu te mettrais du coup dans quelle équipe, la team un plano très centralisé, très descendant, ou la team plutôt OK pour l'adaptation locale, ou alors Ouais. les deux? Ouais, pas de team pour moi, je pense qu'il y a les 2. Parce que, il faut un planogramme centralisé, un plan d'implantation centralisé. Non, bah, alors déjà dans 2 cas de figure, ou un seul déjà se dire: «Bah, il y a pas de spécificité».
C'est-à-dire, c'est censé dérouler. Le planogramme, il est censé justement prendre en compte potentiellement, on va dire au plus classique, la taille du magasin, forcément en fonction d'un linéaire plus ou moins grand. On s'adapte aussi en fonction de l'enseigne à la disparité du parc. Mais du coup, il est centralisé dans sa réponse client en fait. Hein. Donc, il a vraiment des clés d'entrée et des normes merchandising identiques. Après, dans l'adaptation, il peut y avoir 2 cas de figure. Il peut du coup être un planogramme centralisé adapté parce qu'on sait qu'il y a une spécificité au local, que c'est un test, qu'il y a une offre très spécifique et un besoin très spécifique client. Et du coup, bon bah oui, autant tout de suite avoir le bon planogramme pour les clusters magasins qui répondent à ça. Et après, tu as raison, tu en as parlé, il y a toujours le cas de figure où sur place en magasin, il y a de l'adaptation. Et donc l'adaptation, bah oui, elle peut être explicable. Elle peut être expliquée quand on se dit, bah oui, le mec il se dit, bah écoute, j'ai de la rupture, le produit n'est pas arrivé. C'est vrai qu'il y a des cas de figure qui font que il peut y avoir une part d'adaptation et on peut parler de 80-20, 70-30 au choix pour le taux. Mais c'est vrai que là, oui, bien sûr, le magasin, il est complètement apte à pouvoir adapter. Ce qu'il faut bien sûr pour lui, c'est qu'il ait bien les billes pour savoir l'adapter et surtout de garder toute la réflexion et tout le travail dont on vient de parler qui a été mené pour se dire, bah ok, si c'est implanté dans tel sens et donc du coup le planogramme doit être le reflet de cette compréhension, un peu collab, eh bien je dois pouvoir adapter mon plan en remplaçant tel ou tel produit. C'est finalement, c'est pouvoir adapter, mais pas réinventer. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que le planogramme, justement, on le fait généralement pour 2 cibles, hein, nous, merchandisers, on le fait pour notre premier client, c'est le collaborateur, justement. Se dire, vraiment, il a toutes les informations nécessaires à l'implantation, il comprend, il a toutes les clés pour pouvoir le faire facilement dans son magasin. Et on le fait bien sûr pour notre client final, bien sûr, qui se balade dans nos linéaires. Du coup, vous, enfin, je dis vous, mais toi aussi, forcément, mais tu travailles avec quel logiciel? Voilà. J'en profiterai pour faire un peu de financement, du coup, un peu de pub. Ben, moi, tu vois, je viens de mon début d'expérience où on n'avait pas de logiciel à proprement parler. Là, actuellement, on a des logiciels, c'est vrai, qui fleurissent, tu vois, type un Blue Yonder, type un Spaceman. C'est vrai qu'il y a des outils comme ça qui sont utilisés dans pas mal d'enseignes, Cli notamment aussi. Et je fais une petite dédicace à mon collègue Jordan qui justement vraiment pilote les outils de planogramme. Parce que c'est vrai qu'il y a en fait moi c'est vraiment des outils qui grandissent, qui changent et tu vois c'est dans mes derniers apprentissages autour du merchandising, c'est justement ces outils de perfectionnement qui deviennent de plus en plus justement optimisés et optimales parce que du coup on sent que les marques bougent, les propositions du coup de support et de services bougent aussi en tant que telles. Mais c'est vrai qu'historiquement, tu vois, moi dans les enseignes, j'entendais parler de ces solutions-là. Mais tu vois, je viens aussi d'un monde où on n'avait pas un Spaceman, on n'avait pas un Blue Yonder, on n'avait pas un Clean, on n'avait pas toutes ces propositions, tous ces supports. Et du coup, on faisait des planogrammes davantage sur Adobe, sur SketchUp, sur Visio, sur des solutions comme ça. Par contre, forcément, c'est pas du tout la même solution clé en main et c'est pas du tout la même efficience en termes de réalisation de planogramme. Donc c'est ça qu'apportent toutes ces nouveautés aussi de solutions. C'est vraiment de l'efficience pour les équipes merchandising, mais aussi in fine, ben, pour tout ce que le planogramme apporte en termes d'objectifs. Ouais, tu vois, ça me rappelle quand je suis arrivé chez Cultura il y a quelques années, enfin voilà, quand je suis arrivé dans l'enseigne, il n'y avait pas de service merch. Et du coup, je Mmh. discutais avec un chef de produit qui me dit, bah si, moi j'ai des planogrammes, j'ai une démarche merch. J'ai incroyable et tout, vas-y, montre-moi. Et en fait, à ce moment-là, il m'a sorti un fichier Excel. Ouais.
Mais plutôt bien fait, tu vois? Il avait recréé les tablettes, il avait mis les photos des produits. J'ai dit: «Mais comment tu t'assures que, bah, ça rentre pour de vrai?» Il me dit: «T'inquiète pas, regarde là, si j'ai un doute, regarde, hop» et là, il clique sur l'image, il réduit l'image. Il me dit: «Tu vois? Ça passe» Génial. et Ouais. et ça, c'était déployé dans tous les magasins, donc Ouais, j'ai eu non, un c'est petit assez fou et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de génial dans ces outils, parce que, justement, lié à toute la data produit, heu, plus, bah, justement tout le process de construction qu'on a évoqué au préalable, ben, ça te permet vraiment d'avoir, du clé en main. C'est vraiment un un collègue virtuel qui t'alerte pour te dire, «Ça passe pas, c'est pas sécu, attention, par rapport à tes ventes, tu vas pas avoir le bon nombre de facings». Enfin, c'est vraiment une aide à la construction et in fine, une aide, sur le terrain. mmh, complètement. Je reviens, tu vois, tu parlais d'un de tes collègues tout à l'heure. Je pense que ça doit, à mon avis, hein, faire le troisième épisode d'affilée où on fait une dédicace à Jordan. C'est vrai? Ouais, donc Mais ouais, ouais. donc on est d'accord qu'à un moment donné, il va falloir qu'il passe derrière le micro. Ouais, 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 tout à fait. Je lui ai Bon, proposé, hein, de venir avec moi, et je pense il faut que tu lui renvoies un petit message carrément. beh, écoute, comme il écoute le podcast, en faisant, du Exactement, bricolage, l'appel exactement. est lancé. Je reviens du coup sur cette notion de planogramme parce que voilà, enfin, je trouve que c'est un outil, top d'un point de vue, modélisation de gamme, aller, rechercher de la performance. Ouais, D'ailleurs, tu l'as évoqué, il y a aussi, des outils, type Blue Yonder Spaceman, donc voilà, c'est aussi une grosse poche, d'Invest. ouais. Hem, Si moi je suis un petit commerçant, enfin du moins, ou un magasin, indépendant, est-ce que tu penses que je peux aller, chercher, du logiciel comme ça? Ou alors est-ce que ça a du sens, de se lancer dans une démarche, sans rentrer dans des invests, extrêmement poussés? Bah, comme tu l'as dit, en fait, ça dépend vraiment, de la boîte et du niveau d'investissement. Ce que moi j'ai vécu, c'est les 2. Donc oui, on peut le faire, avec et sans investissement, ça dépend, vraiment, ça dépend aussi de ça. Mais en tout cas, d'avoir un bon planogramme, c'est possible sans investissement. C'est juste que forcément dans la méthode, heu, ça diffère, mais la finalité, elle reste la même en fait, hein. C'est ça, il y a pas de souci là-dessus du tout, du tout, du tout. OK. Bah, là, du coup, je te propose qu'on rentre un peu dans le cœur, pas le cœur du moteur, mais dans, les impacts du planogramme. Heu Ouais, et après je reviendrai puisque ça fait plusieurs fois aussi où tu parles de démarche et ça serait peut-être bien qu'on fasse un petit stop là-dessus et que tu nous expliques un peu ouais. ta méthodo. Mais aujourd'hui les gros leviers d'un planogramme sur le business, c'est quoi exactement? Comment ça active les ventes? Hem, ben, c'est vrai que ça active les ventes parce que forcément autour du planogramme, ça veut dire qu'on va venir travailler, on va venir travailler la gamme produit. Se dire, ben, vraiment, je travaille ma gamme produit pour que ça réponde à un usage, à un besoin client. Ça permet aussi du coup de mettre en avant des gammes, forcément en fonction des hauteurs, des niveaux. Ça permet de mettre en avant de la nouveauté parce que des planogrammes, ça te permet d'intégrer ton balisage, on en a parlé en préambule. Forcément, ça travaille ta rentabilité au mètre linéaire, hein, donc ça te permet, de te dire, alors c'est pas le planogramme en lui-même, il y a toute l'analyse qui est faite en préambule par les merchandisers, mais se dire, bah, sur le nombre de mètres alloués au global du rayon, mais aussi au sein du linéaire, ça permet, d'avoir aussi, de travailler du coup grâce au planogramme, mais surtout après, sur des outils d'analyse, ça nous permet du coup de lire la renta, au mètre linéaire, au mètre carré, et du coup dans le planogramme, ça nous permet de lire les résultats, au produit. C'est vrai que, le planogramme avec ou sans solution, il y a une notion aussi de stock, tu vois, liée à ton projet client, combien il va avoir besoin de pièces, par rapport à tes ventes, à tes prévisions de vente. Bah, forcément, le plano, le levier, c'est d'avoir justement de travailler le bon niveau de stock au sein du linéaire. On en a parlé juste avant, mais forcément d'intégrer, tu vois, la pédagogie, du balisage, la sensorialité, en fait, ça dépend après de ton enseigne, mais de te dire, bah, OK, au sein de mon linéaire, je dois bien intégrer, une gamme produit en fonction des usages. Je dois intégrer, bah, voilà, des supports ou de la scéno, pour venir en renfort de mon message.
pour ensuite vraiment aussi en parallèle travailler les chiffres clés, le stock, les indicateurs clés, tu vois, la rotation, les indicateurs de CA, de marge sur les outils. Donc ça, c'est quand tu le construis, tu as aussi, si le linéaire existe déjà, de se dire, qu'est-ce qu'en pense mon client déjà? Tu vois, client et collab, se dire, on doit savoir si c'est un linéaire, un planogramme qui existe déjà, quels sont, on va dire, ses axes d'amélioration. Savoir si le client il trouve facilement devant ce linéaire, si au contraire c'est compliqué de comprendre finalement de répondre à son besoin, finalement il comprend pas, il passe trop de temps devant. Puis tu as une notion aussi par rapport au collab, s'il a compris, s'il a facilement mis en place. Si tu vois, le but nous c'est que nos plans soient fiables, hein, que ce soit clé en main pour le collaborateur. Si il y a un problème de hauteur de produit. Donc c'est pour ça que la data elle est super importante pour réaliser un planogramme. Si tu as des problèmes de hauteur de produit, que tu dois des problèmes du coup de cran, de niveau d'agencement, ça veut dire que là ton collaborateur il va passer plus de temps à adapter. On en revient à l'adaptation. Là il va être obligé d'adapter parce que ton plan il n'est pas conforme. Ouais, c'est clair. Il y a une notion de fiabilité de la donnée, c'est clair, qui est hyper importante. Et je rebondis, tu vois, bon là du coup je t'ai tourné la question d'un point de vue augmentation des ventes, mais je me permets aussi de compléter parce que dans mon expérience aussi, ça nous a permis d'aller chercher à l'inverse des économies. Et tu vois, en fait, à un moment donné, on s'était retrouvé avec un service travaux ou un service ouverture de magasin qui commandait du coup le matériel pour ouvrir un magasin ou équiper un magasin. Non, mais... Et on le faisait à la louche, en tout cas on disait bon là on met 5 tablettes, 300 broches, etc. Exactement. Et quand on l'a recroisé avec le planogramme, du coup on a baissé à un moment donné peut-être de 15-20% le coût d'une ouverture de magasin sur cette partie-là. Complètement. En fait c'est vrai que dans ces objectifs, en tout cas un plano, c'est clair que au-delà bien sûr de faciliter l'expérience client, d'optimiser les ventes, d'ajouter aussi des ventes complémentaires, tu as vraiment ce côté réduction de coûts opérationnels. Et donc, tu l'as dit, très bon exemple que tu as cité sur l'aspect agencement coût d'un concept au mètre carré. Ça permet aussi d'avoir du coup de l'info, de rationaliser. C'est vrai que c'est méga important. Le temps passé, justement, aussi à implanter. Si le planogramme est aux petits oignons, c'est que des coûts qui peuvent être réduits grâce au planogramme. Bon, du coup, je brûle d'impatience de te poser la question parce qu'on tourne autour, mais est-ce que tu as un exemple concret, un super truc à nous partager sur un plano ou une démarche même que tu as pu avoir Du coup, si je me lance sur un exemple concret, même si il y en a plein à différents usages, à différents moments de vie, mais c'est vrai que, tu vois, quand j'étais chez Audio, donc toujours dans la démarche d'usage client, on a revu un linéaire avec ma team autour des sirops. Donc, différentes marques autour du sirop, comment donner de la saveur et du goût à ton eau. Et tu vois, on a vraiment, c'est pareil. Donc, quand, tu vois, tu me demandais quelles étaient les étapes clés. Déjà, c'est d'adresser et se dire, ok, on parle des sirops, ok, c'est combien de mètres linéaires, on parle du coup, est-ce qu'il y a de la déclinaison par magasin, c'est quoi l'historique, les chiffres, le quali, le quanti. Ok, on fait un diag, est-ce qu'on fait on fait un test, on fait une écoute client, on lance au contraire plutôt un questionnaire pour savoir comment ils achètent leur sirop. Forcément, là, c'est plutôt facile comme exemple parce qu'il y a une notion de parfum. Forcément, généralement, tu cherches le parfum. Comment le client il repère justement le parfum dans le linéaire, à quelle hauteur ils doivent être positionnés, parce que forcément, on adresse là, on parle en très focus du plan micro et de son atterrissage, mais bien sûr, au préalable, il y a bien la vision haute de c'est quoi mon parcours client, c'est quoi mon plan macro, et du coup, quel agencement y répond. Donc, on a forcément un terrain de jeu d'agencement.
et ce qui va nous permettre de nous dire ok, c'est quoi la pige de mon atterrissage magasin. Et tu vois, on avait fait de mémoire, si je dis pas de bêtises, donc forcément les saveurs en clé d'entrée, rangées par ordre alphabétique, ce qui permettait quand même d'être un peu plus simple en repérage client. Et c'est surtout qu'on avait fait sur le plateau du haut vraiment de la sensorialité. Après, c'était aussi une valeur forte, en tout cas un item du concept fort chez Audio, de pouvoir tester les sirops. Donc on avait vraiment dans les top ventes et une représentation aussi de tous les parfums, et de pouvoir tester le sirop, parce que des fois il y a des parfums, on va pas se le cacher, qui sont un peu bizarres. Tu te dis je vais jamais acheter ça, et le fait de pouvoir le goûter, forcément ça lève tes doutes ou non, ça conforte tes doutes. Et c'est vrai qu'on avait fait de mémoire du plus 30 parce que on avait la bonne clé d'entrée de lecture, on avait le bon dispositif pour rassurer en fait. Dans le merchandising, on a aussi ce rôle de pouvoir avoir de la réassurance sur de l'achat, même si on n'est pas sur un produit en prix de vente haut, mais pour autant, un sou est un sou, et donc du coup le client, on peut se poser aussi des questions. Ouais. Donc voilà par rapport à ça. Alors forcément, il y a une notion de capa marchand, tout avait été revu sur les top ventes, tu fais plus ou moins de place. Enfin voilà, j'oublie, je rentre pas dans chaque micro étape, mais c'est vrai que ça avait permis, c'était un super atterrissage qui avait plu autant en interne que auprès du client. Ouais, c'est un super exemple. Je me souviens que tu vois, cette notion de sensorialité, pardon. On avait fait une conférence LSA ensemble, et je me souviens que tu avais présenté cet angle-là qui était hyper intéressant. Du coup, vous avez dû lever des freins en disant, attendez, on va mettre, entre guillemets, en démo, on va devoir démarquer des sirops, ça va être le bordel, et on va en avoir partout. Tu as eu beaucoup de freins de la part des magasins là-dessus? Alors, vu qu'historiquement, comme je te le disais, ça faisait partie de l'ADN de la boîte, pas tant que ça. Parce que justement, au contraire, on avait aussi pensé à le sirop va couler sur l'agencement, donc on avait construit vraiment une méthodo avec les équipes mag en se disant tout ce qui est prélèvement, co, ça fait partie des rituels d'une boîte. C'est plutôt après dans justement c'est quoi le bon rituel après pour justement ce linéaire bien construit, où du coup on parle de sensorialité, on parle aussi de boisson, donc c'est quand même faut que ce soit propre, il y a des notions d'hygiène. Donc forcément, il y avait tout un rituel de lavage, de vérifier que les bouteilles soient bien fermées. Donc au contraire, il n'y avait pas eu de gros freins, justement parce que le process, on va dire, de lancement du sujet, et ça c'est important, hein, d'ailleurs, le planogramme, on parle bien d'un outil. Il y a vraiment sa communication et son lancement auprès du réseau, en fait, hein. C'est vrai que, tu vois, là, on prend l'exemple des implantations des sirops, mais c'est vrai que, justement, porter le sens, challenger auprès du réseau, et après faire un vrai déploiement et donner toutes les astuces de l'implantation en tant que telle, mais aussi de la suite, que ce soit du quali comme du quanti, ça permet vraiment aussi que l'implantation soit un succès. Ouais, mais c'est vrai que, et là, tu vois, my faute, hein, on n'était pas très bon justement sur la communication et toute cette démarche, le temps qu'on pouvait passer sur un planogramme. En fait, à la fin, on court, entre guillemets, on court après le temps, on arrive un peu après la bataille, et du coup, on balançait le plano en mode boum, nouveau plano dispo. En fait, on n'apportait pas le sens, on n'accompagnait pas assez les équipes, et à ce moment-là. Mais t'as raison, enfin, je le dis comme si c'était fait tout le temps, mais parfois, c'est vrai qu'on est à la course, parfois pour des bonnes raisons d'agilité, et parfois pas, et des fois, ça arrive, hein, on oublie, on veut aller vite, et finalement, on oublie des choses un peu essentielles, par manque de temps, mais complètement. Et pour revenir un peu sur ces petites erreurs, tu vois d'autres erreurs un peu fréquentes dans une démarche de planogramme, ou points de friction peut-être avec des équipes produits, je sais pas. Qu'est-ce que tu as eu? Déjà, le premier, enfin, justement, c'est un peu lié au produit, mais je reparlerai peut-être du produit après. Déjà, c'est justement de penser produit au lieu de client. Enfin, ça, c'est vraiment l'erreur première qu'on ne doit pas faire.
c'est de se dire qu'on vient ranger des produits dans des étagères comme on rangerait nos t-shirts dans notre placard. Du coup, c'est pas ça. C'est vraiment de se dire, je viens ranger mon armoire parce que je veux le faire parce que moi, ma clé d'entrée pour m'habiller le matin, c'est la couleur et du coup, tout va être rangé par couleur. Moi, c'est le code de Anne. Tu vois, je range tout par. Donc voilà, donc, je dirais que le premier truc, c'est ça, c'est de partir plutôt sur un besoin, on va dire plutôt métier, que de répondre vraiment à un besoin client, parce qu'on le fait pour qu'il se repère et qu'il ait une expérience fluide et facile. Après, c'est sûr, on a tout un travail justement avec l'offre produit pour justement, et c'est là où le process il a son sens, parce que quand on arrive après toute une construction de gamme, c'est là où on va être un peu poil à gratter, parce qu'on va dire, mais alors attends, ça passe pas, du coup, attends, c'était quoi ta clé d'entrée, ton usage, blabla. Et en fait, on va venir corriger au lieu de donner justement toutes les infos au chef de produit en préambule en disant, ok, là, on parle de 3 mètres linéaires, ok, la clé d'entrée pour le client, c'est ça. Et du coup, ta segmentation, elle s'opère comme ça. Donc, ça veut dire que tu as autant de rêves de possible au global. Et au sein de chaque segment, tu pourras mettre à minima cette référence. Je te dis une bêtise, c'est vraiment pour la projection. Et du coup, de permettre en fait ce terrain de jeu, de donner ce cadre de jeu, ça permet quand même de driver au fur et à mesure la construction d'offres et de pouvoir justement l'implanter comme il se doit par la suite. C'est vrai que quand on arrive trop tard dans le cycle de construction, c'est là où du coup il peut y avoir des erreurs. Après, une erreur un peu type aussi, c'est de pas prendre en compte les PCB. Parce que ça veut dire que quand t'implantes, enfin en tout cas le collab il est en mag, il implante, du coup il a un reflux de dingue à gérer et du coup c'est quand même très fâcheux parce qu'en geste et en perte de temps on parlait d'économie d'échelle, on n'y est pas forcément. Forcément de pas avoir le bon nombre de facings sur tes ventes, si un client il doit en acheter 6 et dans le linéaire il y en a 6, t'as du vide en fait. Du coup c'est bête, mais ça doit être pensé du coup en amont. C'est vrai qu'après on parlait de data, tu vois, la data ça c'est source d'erreur parce qu'on sait que derrière la data c'est un être humain qui remplit donc la taille d'un produit, son conditionnement, en tout cas c'est ça qui nourrit des outils type Spaceman. Si ça c'est faux, forcément il y a une notion de correction et donc là pareil dans l'économie de temps et finalement dans la conformité du plan, ça peut être source d'erreur. Donc ça c'est aussi une clé de voûte pour les actions de demain. Et puis après, comme je l'ai dit au préalable, je pense vraiment que de pas marketer, de pas bien communiquer sur un projet, c'est pas une source d'erreur, mais ça peut être une source qui ralentit le déploiement finalement. Carrément. Après, il y a aussi, et là quand même, faut que je le cite, tout ce qui est agencement. C'est ça ? Ah non, ça va. Tout ce qui est agencement. Ouais. Forcément, d'utiliser le bon agencement. Alors, d'utiliser le bon agencement pour la sécurité. Donc, ça dépend, bien sûr, des enseignes, du poids du produit, de quoi on parle. Mais ça peut être source d'erreur et source de gravité. Là, on parle carrément de sécurité. Hein, donc, ça, il y a un maillage avec les équipes agencement qui est hyper important. Pour justement que nous, merchandisers, on comprenne bien tout l'agencement, son utilité, son utilisation et plutôt ses caractéristiques techniques, quoi. Et ça, vraiment, importance plus. Et j'ai envie de dire, après, il y a plutôt l'utilisation, on en a parlé tout à l'heure, mais vraiment, tes hauteurs d'agencement. Après, ça dépend aussi sur quel mobilier tu travailles, mais il y a l'espace entre 2 tablettes, 2 facings, que ce soit par cran, par centimètre. Voilà, il faut que la donnée soit fiable parce que sinon, pareil, c'est une source d'erreur pour la finalité en magasin. Mais cette notion de fiabilité de la donnée, elle est hyper récurrente. Et je le vois, tu vois, avec mes clients aujourd'hui, c'est la même chose. Enfin, c'est ça. Même une boîte hyper structurée, tu te rends compte qu'il y a toujours des coquilles de données, c'est impressionnant. Complètement. Parce que en plus, ça dépend si c'est en interne que c'est rempli, par le fournisseur. Enfin, il y a plein d'effets de chaîne qui font que, et ça reste
un pilier, un levier plutôt pour la suite. Ça me fait penser, Marianne, tu vois, tout ce qui est produits d'occasion, produits de seconde main, c'est quelque chose que vous travaillez? Et si oui, comment vous l'incluez dans votre démarche de planogramme? Parce que ça a des impacts du coup sur le fond de rayon qui sont hyper forts. Et puis c'est dur aussi de savoir exactement quelle quantité ou quel nombre de références de produits d'occasion on va devoir implanter. Du coup, vous Mmh. gérez ça comment? Ben, sur l'exemple des produits de seconde main, alors ça dépend vraiment complètement de la strate de la boîte. Moi, chez Audio, quand je bossais là-bas, on avait en effet commencé cette démarche pour inclure ça vraiment dans le parcours client. Donc déjà, il y avait deux questions qui se posaient, parce que d'autres le font. Je pense à un Decat. C'est est-ce que tu inclus justement ces produits au sein du linéaire ou est-ce que c'est un corner à part entière? C'est vrai que ça dépend complètement de la strate. En l'occurrence, sur l'exemple des audios, c'était un corner. Pour le coup, vraiment identifié comme tel. Mais imaginons demain, c'était au sein des linéaires, les assiettes avec les assiettes. Mais finalement, cet exercice, tu peux l'étendre à du premier prix, de l'engagement en effet RSE, le meilleur rapport qualité-prix, comme plein d'enseignes en fait finalement le font. Moi, je considère qu'en effet, alors ça impacte le plano parce que forcément, ça te prend de la capa marchande. Donc ton linéaire, peut-être qu'il était sur 6 mètres. Bon, bah désormais, il va aller sur 5. Imaginons qu'il est impacté et qu'en début de rayon, il a l'offre de seconde main ou en fin de rayon, peu importe. Ça va dépendre de la construction. Donc forcément, tu as une notion de baisse de capa marchand et donc forcément, ça impacte la largeur de ton offre, ça impacte tout ça ça veut dire qu'il faut revoir tout simplement déjà le planogramme. Et après, la vraie question qui se pose, c'est de se dire comment tu viens pas justement, on a parlé tout au long de l'échange de ce que cherche le client, de son usage. Donc forcément, il faut inclure la démarche dans le linéaire. Donc est-ce que la fin et le début, c'est le bon moyen pour de la seconde main? Est-ce que ça chalute pas la lecture de la montée en gamme ensuite du linéaire à côté? Tu vois, sur l'exemple des premiers prix, bon, ça peut être plus simple parce que généralement, mais c'est pas toujours ta première clé d'entrée de ton implantation, la montée en gamme. Donc parfois, en fait, tu te dis, ok, tu as la mise en avant. Donc c'est vrai que quand tu implantes un linéaire, donc si, imaginons, tu as ton premier prix à l'entrée de ton linéaire, donc ce qui est plus simple sur le papier parce que tu te dis, si ma clé d'entrée, c'est la montée en gamme, c'est simple. Par contre, si c'est pas ça ta clé d'entrée et de lecture client, bon, ça veut dire que tu viens enlever un produit pour le mettre en entrée d'univers. C'est pas logique avec tout ce qu'on vient de se dire, à savoir, on fait le planogramme pour le client, pour qu'il soit autonome, qu'il cherche facilement son produit. Et donc, du coup, se posera la question de doubler l'implantation pour qu'il retrouve aussi ses repères. Donc, c'est vraiment une stratégie d'enseigne. Et en effet, il doit y avoir derrière des normes et des règles merchandising qui permettent cette mise en avant. Donc, elle est en effet, elle a forcément un effet de chaîne sur le planogramme, soit par une baisse de la capa marchande, mais aussi pour inclure ou non la réponse client et pas venir perturber la lecture de son linéaire. On peut lui mettre en avant en fait des offres produits, mais il faut pas que l'ensemble de l'usage, du linéaire de la famille soit court-circuité par la mise en avant. Okay. Ou que ce soit complètement inclus dedans. En fait, il y a plusieurs solutions en fait à tout ça. Mais c'est vrai que c'est une vraie strate d'enseigne et donc après de métier. Ouais, c'est vraiment le plano, c'est un outil d'appui à la stratégie, au dogme merch. Ouais. Depuis tout à l'heure, tu vois, on parlera un peu on parle de performance, etc. Tu vois, si tu devais en choisir quelques-uns, c'est quoi les critères de performance les plus importants, ou du moins ceux qui te semblent essentiels pour mesurer ton plano? C'est vrai qu'il y a des critères de perf, tu vois, le chiffre d'affaires au mètre linéaire, le chiffre d'affaires au mètre carré, méga important. Il y a une notion de rotation qui est hyper importante, de pouvoir analyser les ventes au sein du linéaire.
Je m'explique par niveau, par facing, parce que c'est ça aussi qui doit être réajusté. D'avoir aussi le taux de gamme vendu, ou en tout cas aussi le nombre d'articles au panier, parce qu'on va venir aussi travailler la complémentarité, les achats complémentaires. Donc il y a vraiment ça. Après, il y a une notion, on a parlé de rotation, mais on va dire un peu plus finement dans la dispo, forcément regarder la rupture, le taux de couverture. Et après, d'un point de vue un peu plus client, ou en tout cas quali, il y a une notion de conformité, de temps passé dans le rayon, autant pour les clients que pour le collab. Il y a une notion de conversion. Et après, il y a tout un traitement de verbatim du client, parce qu'on l'interroge quand même. Globalement, les enseignes interrogent quand même souvent les clients. Et donc, l'idée, c'est de venir aussi traiter cette data, on va dire, plus qualitative. Donc, vraiment, il y a vraiment quanti-quali, selon moi, à venir traiter. Et puis, vraiment, il y a la conformité du plan. On doit regarder et suivre que le plan soit le reflet réellement de la gamme. Et c'est-à-dire qu'on ait vraiment les bonnes refs. Parce qu'un plan peut vite devenir obsolète, hein. Forcément, il y a la vie du produit derrière, le fait que soit il y a un problème fournisseur, le produit s'arrête, un problème de qualité, en rupture. Et donc, il y a vraiment cette notion de conformité de plan qui est importante. Ouais, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis. Alors, en fait, il y a un côté, le plano, il a deux clients. Le client, finalement, le magasin qui va implanter, qui va suivre le document, et puis le client final qui, lui, consomme et passe en caisse. Donc, du quanti et du quali, c'est hyper Ouais, carrément. Comment tu vois la suite, est-ce que tu vois que là, il y a des innovations qui font partie du quotidien? Est-ce que c'est en train, en tout cas, d'arriver sur les éléments de planogramme? Est-ce qu'il y aura du plano de ChatGPT, des trucs comme ça? C'est sûr que, alors, on les voit pas encore, hein, en tout cas, moi, je ne les vois pas encore. D'autres, peut-être que oui. Justement, j'en parlais un petit peu hier. Alors, c'est sûr que ce qu'on voit actuellement plutôt dans les innovations, on parle de data client, je sais pas si c'est le mot terme, mais de data, derrière data, c'est vraiment de se dire comment je récupère la bonne information, et justement que des outils type un space planning permettent justement de venir vraiment tout absorber, et justement qu'il y ait cette intelligence d'être une aide à la construction. Ça, c'est vraiment ce qui se passe, parce que avant on le faisait, mais à la main, quoi. Enfin, à la main, façon de parler, mais on avait un fichier pour ça, un fichier pour ça, un fichier pour ça. Donc forcément, il y a cette notion d'outil qui est censée vraiment solutionner et aider un merchandiser. Après, c'est clair que l'IA, j'imagine, va avoir son rôle à jouer. On parlait hier, pour ne pas reciter Jordan, de réalité augmentée aussi. Alors, on a cette notion, elle n'est pas toute neuve, parce qu'il y a déjà des prestataires qui proposaient ça encore il y a 7 ans. Mais forcément, ça s'affine, en fait, cette réponse. Donc forcément, lié en plus à tout ce qu'on vient de se dire, le fait que les logiciels vont permettre de venir absorber un nombre d'informations qu'on venait chercher entre guillemets en one-to-one, forcément il va y avoir une meilleure maîtrise des sujets, et notamment sur de la réalisation de plans quand on vient rénover un magasin, ce côté un plan 2D, 3D, enfin il y a plein d'évolutions qui sont en cours, qui vont quand même faciliter le quotidien, notamment des merchandisers, et notamment sur des ouvertures et remodeling, quoi. Ok. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Je suis vraiment content d'avoir parlé de planogramme, parce que c'est forcément un sujet qui me tient à cœur. Est-ce que je peux te donner un peu le mot de la fin, même si je veux quand même conclure, mais voilà, qu'est-ce qu'on devrait retenir de nos échanges? Alors, je vais garder de nos échanges. C'est que le planogramme, c'est vraiment un outil, une clé de voûte qui permet de propulser toute la construction amont vers le client et vers le collaborateur. Mais il doit vraiment se construire avec des informations clés. Produit, bien sûr, mais client first. Et
et j'ai envie de rajouter qui sont un mot qui est plutôt associé au planogramme, mais un mot qui vaut pour tout merchandiser, c'est bien sûr justement de ne jamais oublier le terrain. Ça fait partie de notre quotidien et c'est le cas dans toutes les équipes que je vois, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on se redit souvent parce que la réalité de ce qu'on construit via un planogramme, elle se joue bien en magasin. Ok. Alors moi, je vais essayer aussi de conclure ça. J'ai plein de trucs en tête, donc c'est hyper, C'est dur, hein, c'est c'est dur de c'est résumer. hyper dur. Ouais. Non, ben oui, moi forcément, je suis un fervent défenseur du planogramme. Pour moi, c'est un vrai outil à la fois de traduction des gammes et surtout d'un basique pour aller chercher de la performance. Tu parlais en plus de méthode et je suis totalement aligné. C'est vraiment une méthode clé pour partir de sa gamme, mais aussi pour penser client et appuyer et accompagner l'opérationnel. En tout cas, voilà. Moi, s'il y a vraiment aussi un message que je voudrais faire passer à travers cet épisode, oui, on a bossé dans des grandes enseignes. Oui, c'était des démarches qui étaient très structurées. Pour autant, je pense que c'est un vrai levier de business qui n'est pas fait que pour des gros et des grosses enseignes. Voilà, je pense Oui, aussi des indépendants et des commerces complètement. isolés doivent en tout cas peut-être pas Oui. s'équiper, mais en tout cas s'appuyer de ces structures. Et voilà, je pense que c'est des vraies aides pour eux. Et je pense que tu as totalement raison. Ce n'est pas la taille de l'enseigne qui compte, c'est vraiment cet outil. Bah écoute, Marianne, merci beaucoup. En même temps que je faisais la conclusion, j'étais en train de me dire, on s'est connus quand on avait une vingtaine d'années, on a fait des Ouais, conférences LSA, on a fait des journées où on était bah, du coup avec nos équipes et on avait fait en des journées immersion, bah, ouais. chez vous, les audios, ouais. Ouais, ouais, Voilà, maintenant on fait un podcast, je sais pas encore ce que va nous réserver la suite, ouais. mais Et voilà. c'est génial. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Adrien. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, c'est toujours un plaisir de passer un peu de temps avec toi et j'ai hâte déjà de retourner à Lille et de prendre un peu le temps pour toi. Voilà, Ouais, de complètement. discuter. Avec plaisir. Et, et je t'invite à écouter mon prochain épisode avec Jordan qui n'est pas encore prêt, mais Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. bon, merci beaucoup Marianne et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, Adrien. Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur 2. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.